Allez, dernier épisode de la série, un des plus denses, mais d'une importance cruciale. On va parler du projet à long terme du ministre et de ses méthodes pour l'imposer, mais des méthodes plus brutales que celles de la vidéo précédente. On se basera sur la réforme du lycée, déjà parce que c'est le sujet de la série, mais aussi parce que c'est un super exemple. Ainsi que, comme d'habitude, sur les citations suivantes. Comment expliquez-vous ce climat anti-Blanquer qui règne aujourd'hui à l'Éducation nationale ? Mais il n'y a pas un climat anti-Blanquer à l'Éducation nationale. C'est, là encore, pardon, mais c'est les effets de loupe. Prenez la réforme du baccalauréat. D'abord, quand je l'ai présentée, et elle n'a pas énormément changé depuis, elle a recueilli l'adhésion. Donc, oui. Si vous voulez, quand on essaye de me décrire comme étant fermé ou même autoritaire, alors même que j'ai parfaitement entendu ce message, et nous allons discuter avec les organisations syndicales sur ce point. Donc, je sais bien qu'elles essayent de donner l'image de moi de quelqu'un qui ferait les choses de manière verticale. Moi, si vous voulez, je suis le défenseur des professeurs, je dis toujours je suis le ministre des professeurs, je dis que nous devons remettre le professeur au centre. Pour moi qui suis le défenseur des professeurs, qui me définit comme le ministre des professeurs, à chaque fois que j'ai des discussions concrètes, ça se passe extrêmement bien, parce que tout simplement, on est sur des faits, on est sur des choses. Mais toute la journée, ils reçoivent des mails, des tracts, qui leur expliquent qu'on veut casser le service public, qui veut leur expliquer que on veut en finir avec je ne sais quoi. Alors que ce qu'on vise, c'est tout simplement l'intérêt général. Ce qu'on vise, c'est l'amélioration de l'éducation en France. C'est le bien-être des professeurs. Pourquoi est-ce qu'on viserait autre chose? Donc aujourd'hui, un pays rassemblé, un pays uni est un pays qui peut avancer. Quand on ne se croit pas les uns les autres, on fait reculer le pays. Donc tout vous simplement. leur dites, faites-moi confiance. Qu'en est-il en vérité? Eh bien, quand on veut imposer des idées nulles plutôt que de se baser sur le réel, mais qu'instrumentaliser la science, la presse, les sondages ou les évaluations ne suffit pas, on peut tout simplement supprimer la contradiction. Ainsi, Monsieur le ministre ne s'est pas gêné pour réduire à néant le rôle du CNESCO, un dispositif indépendant chargé d'évaluer les politiques éducatives et qui réunissait des parlementaires de droite, de gauche et faisait appel à des centaines d'acteurs du monde de l'éducation. Ça marchait tellement bien qu'il était question d'élargir ses prérogatives, mais M. Blanquer les lui a tout simplement retirées et a monté en parallèle un comité Théodule, le CEE, composé de gens d'accord avec lui. Dans le plus grand des calmes, en gros, M. Blanquer est évalué par M. Blanquer. Comme le dit très bien une journaliste spécialisée dans l'éducation, M. Blanquer adore les évaluations, mais pas pour lui. Il a mis en place bien d'autres mesures pour verrouiller toute contestation. Il a enlevé leur indépendance aux inspections générales, il ne tient pas compte des avis du Conseil supérieur de l'éducation, une instance démocratique censée être un peu le Parlement d'éducation, et il a changé la façon de nommer les professeurs qui font les remontées de terrain. Il peut désormais les dégager si ça lui plaît pas. Forcément, les membres du ministère sont sous pression, et ont écrit des tribunes anonymes dénonçant ce climat, et dénonçant aussi l'ineptie du chemin pris par l'éducation nationale en France. Monsieur le ministre s'est aussi arrangé pour que soient nommés des proches sur des postes clés. La rectrice de Versailles, la plus grosse académie française, est une camarade de promo d'Emmanuel Macron, et le recteur de Paris est issu de l'IFRAP et de l'Institut Montaigne, deux lobbies de droite dure avec qui Blanquer a parti lié, le dernier cité étant à l'origine du guide de lecture inepte évoqué à l'épisode 6. Alors, rien de démocratique ici. Ces gens sont financés par le CAC 40 et décident de nos politiques. Notamment, ils veulent réduire les services publics et le nombre de fonctionnaires. L'Institut Montaigne s'est aussi permis de sortir un bilan du quinquennat pour l'éducation. Et si vous avez bien suivi tous les épisodes, eh bien, vous pourrez y repérer une sacrée fournée de mensonges, plus ou moins dissimulés, et d'erreurs grossières. Le lien est dans la description, et j'ai mis ceux que j'ai repérés en commentaire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils disent qu'ils aiment bien le débat. J'adore rire. Bon, vous vous doutez bien que ce cher ministre apprécie moyennement les syndicats. Il les a muselés en les éjectant de ce qu'on appelait les commissions paritaires, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus nous défendre. Cela dit, certains sont pointés du doigt plus que d'autres. On parlait à l'instant des critiques des syndicats à votre réforme. De certains syndicats. En fait, les syndicats comme l'UNSA ou la CFDT sont présentés comme réformistes pour qu'on les croie modérés et raisonnables, ce qu'ils ne sont pas. La CFDT a d'ailleurs depuis un moment une obscure lubie de continuum Bac-3, Bac+3, qui est un truc un peu coquille vide, qui ressemble étrangement à la réforme du lycée. Ils abondent toujours dans le sens du ministre, et appelés à ne pas faire grève au bac 2019, alors que bon,
Nous, on voyait bien que cette réforme était nulle. Encore une fois, du dialogue social sur ces questions. Vous la savez, jugez sévèrement, cette grève de lundi. Bien sûr, et d'ailleurs, tous les syndicats n'appellent pas à la grève. Je pense à des syndicats comme l'UNSA ou le SGEN-CFDT, qui sont des syndicats importants dans l'éducation nationale et qui ne tombent pas dans ce travers. Je crois même que même Force ouvrière, je crois, n'appelle pas à la grève. Donc il faut, évidemment, sans parler de tous ceux qui considèrent, par exemple, vous avez une organisation lycéenne, 2 organisations lycéennes, Avenir lycéen et le SGL, qui disent que c'est absurde de faire cela. Oh tiens, Avenir lycéen, le syndicat monté de toutes pièces par le ministère lui-même avec notre argent, était contre la grève. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Ils ont aussi recopié un communiqué du ministère en faveur du grand oral sous un autre nom. Et les 2 syndicats aux ordres. La CFDT et l'UNSA ne représentent que 30% des syndiqués. Allez, un exemple incroyable à propos des directeurs d'école. Le discours officiel est celui-là. On a utilisé la même méthode pour la direction d'école, hein, donc on a demandé à tous les directeurs d'école de France ces derniers mois et cette enquête nous est extrêmement utile pour voir quelles sont les priorités des acteurs de terrain et puis pour avoir des idées, des impulsions et pour avoir une base de discussion avec nos interlocuteurs, notamment les organisations syndicales. Mais, lors d'une réunion de 2h30 avec les syndicats, le ministre a fourbement attendu la toute fin de la réunion pour annoncer ce qui était le plus contesté, le fait qu'ils auraient un statut à part, ces directeurs, et qu'ils auraient autorité sur les collègues, puis a clos la réunion, et est parti. Et bah, il est beau le Dialogue social. Et du coup, notre réforme du lycée alors? Vous dites la réforme du lycée, je l'ai imposée. Il y a eu une très grande consultation pour la réforme du lycée. Les idées de la réforme du lycée, je ne les ai pas inventées un matin. Ça fait des années et des années que beaucoup de gens parlaient de la nécessité de débloquer cela. Bon déjà, les gens qui parlaient de réformer, ce sont ces copains lobbyistes de tout à l'heure, mais aussi ceux du PS. Puisque la première version livrée par Pierre Mathieu ressemblait énormément à celle voulue par un lobby de ce parti, Terra Nova, qui était mais navrante de nullité. Quant aux consultations, on a vu que celle des élèves était manipulée. Quant à la nôtre, elle a été bricolée à la hâte au dernier moment, et j'avais déjà dit il y a 1 an et demi qu'elle n'était jamais remontée au ministère. En Espagne, les enseignants ont vraiment été associés à la fabrication de la réforme. Quant à vous, parents, à ma connaissance, vous n'avez pas été consultés. Et bien sûr, maintenant qu'on a sous nos yeux le désastre, tout le monde est contre sa réforme. Association de professeurs, avec les syndicats bien sûr, qui ont mis en place cette pétition que vous pouvez signer en description, les parents d'élèves se râlent aussi, les chefs d'établissement sont contre, et même les inspecteurs, ce qui est assez rare. Monsieur Blanquer brandit souvent l'existence du comité de suivi de la réforme. On a un comité de suivi du baccalauréat, alors je parle aussi, sachant qu'on parle aussi du baccalauréat professionnel, qui lui a aussi commencé, qui fait l'objet d'ajustements, et donc c'est normal de tenir compte de ce qui se passe sur le terrain pour faire évoluer la réforme. On a un comité de suivi du baccalauréat, il se réunit très régulièrement avec toutes les organisations syndicales. Nous prenons sans arrêt des mesures pour aller de l'avant et donc changer des choses en tenant compte des échos du terrain. Il n'a été écouté ni sur les maths, ni sur les épreuves de spé, ni sur rien en fait. C'est une coquille vide ne servant qu'à la communication du ministre et les syndicats le quittent. Elle est belle hein, l'école de la confiance. D'ailleurs, ça me fait penser à ces pays genre République démocratique d'Allemagne ou République démocratique du Congo. S'il y a besoin de mettre démocratique dans le nom, c'est que ça l'est pas vraiment. Et ben là, c'est pareil. L'école de la confiance, elle se fait en fait sans aucune confiance. Et c'est pas moi qui le dis, mais de très nombreuses enquêtes menées sur un large panel de personnel. On est presque 70% à penser que ces réformes vont dans le mauvais sens et ne sont pas utiles aux élèves, même dans le primaire. Le sondage UNSA évoqué avant a été rempli par 35 000 personnes, majoritairement des sympathisants à eux. Toutefois, seuls 7% des collègues disent être d'accord avec la politique menée. Plus révélateur encore, seuls 24% des chefs sont d'accord avec le ministre. Et ça c'est fou, parce qu'ils étaient encore 75% à approuver la politique de Najat Vallaud-Belkacem, pourtant une ministre très transparente. Mais à part ça... Mais il n'y a pas un climat anti-Blanquer à l'éducation nationale. Notre capacité à être de vrais démocrates, c'est-à-dire des personnes qui refusent la violence et qui acceptent facilement la confrontation, le fait qu'on n'ait pas les mêmes idées, mais qu'on doit échanger autour de cela, c'est ça la démocratie. Vous retrouverez les liens de ces sondages en description, et vous pourrez y voir, notamment dans le premier, que des parents ont aussi répondu, et sont pas franchement d'accord avec le ministre non plus. Toutes ces réformes-là, mises en place par M. Blanquer, au niveau professionnel, elles ne se traduisent pas que par des résultats de sondage désastreux. Faisons un petit état des lieux du métier d'enseignant en France, juste comme ça. Niveau recrutement, en 20 ans, on a perdu 30% de candidats. Même les fils de profs veulent plus être profs, c'est pour vous dire. Du coup, on est obligé de faire appel à des contractuels
Embauchés alors qu'ils n'ont pas le niveau. Rappelez-vous de cette vidéo d'Envoyé spécial où un journaliste est embauché alors qu'il a falsifié son CV et se trompe sur des questions basiques. Les démissions ont augmenté alors que de très nombreuses ruptures conventionnelles sont refusées. Cela fait 20 ans que Martine est chaque jour devant ses élèves, mais aujourd'hui, elle renonce. C'est une question de survie en fait. Professeure de lettres, elle subit la réforme du lycée qui l'oblige à enseigner dans plusieurs établissements. Elle voit maintenant surgir la réforme des retraites. Elle ne peut plus enseigner comme elle l'imaginait. Il faut que je préserve ma santé mentale, ma santé physique, mais c'est surtout une décision qui est prise avec chagrin, parce que c'est un métier que j'aime toujours. C'est assez désespérant de voir ce que notre métier devient. Le pire, c'est que autour de moi, ceux que j'entends parler de démission, ce sont les meilleurs et les plus investis. On va pas se mentir, les collègues défaillants se fichent que la réforme soit affreuse, mais pas ceux qui sont soucieux du destin de leurs élèves. Beaucoup demandent d'ailleurs des temps partiels pour essayer de faire autre chose. Quant à ceux de nos collègues qui viennent du privé et idéaliser un petit peu leur deuxième carrière, eh bien malheureusement ils sont souvent déçus aussi. On est aussi mis en concurrence entre nous. Alors concurrence déloyale en plus. Parce que par exemple, moi en seconde, je n'ai vos enfants qu'une heure et demie. Mais ces messieurs du ministère veulent qu'on fasse des projets d'établissement ensemble. Alors attention, les injonctions contradictoires, c'est pas super un niveau management, il paraît. En lycée, ça reste quand même un travail d'équipe. Aussi, on est de plus en plus mal payé. En tenant compte de l'inflation, nos salaires ont baissé de 20% depuis les années 90, alors que le salaire moyen de tout le monde augmentait de 20%. Tant et si bien que les profs débutants gagnaient plus de 2 SMIC avant, et maintenant c'est 1,36. Ceci nous place globalement parmi les derniers pays de l'OCDE dans ce domaine, avec une paye environ 25% inférieure à la moyenne. Or, des études ont montré qu'en augmentant le salaire de 10 à 15%, les résultats des élèves augmentaient de 6 à 8%, et qu'il y avait entre 13 et 22% de candidats en plus au concours. Notez également, chers parents, que les soi-disant heures supplémentaires là, qui étaient censées compenser les pertes de poste, eh bien elles sont plus attribuées aux hommes qu'aux femmes. On a déjà vu que les choix de spécialité par les élèves étaient encore plus genrés qu'avant. Mais même chez les profs, sa réforme cause des inégalités de genre. Alors c'est une super belle perf pour un quinquennat qui plaçait l'égalité homme-femme comme une priorité. Mais enfin, quand le ministre de l'Intérieur est un type accusé d'avoir usé de sa position pour faire miroiter un logement à une femme en détresse en échange de faveurs sexuelles, il risquait pas de se passer grand chose. Et si vous vous posez la question, il a pas aidé la dame après. Cela dit, c'est cohérent avec le ministre de l'Éducation qui est le roi de la fake news. Côté hiérarchie, évidemment, quand on veut imposer des réformes insensées, ça se passe mal. À Mel, vers Poitiers, 4 collègues ont été sanctionnés pour s'être mobilisés contre les E3C. Vous savez, ce truc tellement nul et pourri qu'il a été supprimé au bout d'un an. Fort heureusement, il reste un peu de justice dans ce pays. Et le tribunal administratif a annulé leurs sanctions. Mais d'autres collègues sont quant à eux sanctionnés. Aussi, une loi stipulant notre devoir d'exemplarité avait fait débat. D'ailleurs, est-ce que je suis exemplaire, moi, en faisant ces vidéos qui défendent le service public d'éducation nationale, de façon sourcée et documentée, mais qui vont peut-être vous faire changer d'avis sur le ministre? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La réponse est oui, évidemment. Ce même ministre a garanti notre liberté d'expression. La liberté d'expression des professeurs sera exactement la même après et avant la loi. Mais il y a des tentatives pour museler les paroles critiques, par exemple ce mail envoyé à des collègues du 77. La réforme des retraites ne nous sera pas favorable, mais bon, de toute façon, beaucoup de profs épuisés partaient en avance avec une décote, bien plus que dans d'autres secteurs. Donc bref, c'est pas la joie, mais c'est pas de sa faute. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans le service public de dérive comme dans le privé? Certains parlent de France Télécom, de Renault, de La Poste, de tous les suicides à cause des réformes néo-pas de charge ou... Non, je pense que le fait de poser la question comme ça fait partie du problème plus que de la solution. Les problèmes de mal-être dans les services publics ne datent pas de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. C'est des problèmes profonds, structurels. Oh, bah les vexés, pauvre petit chou. Pour une fois qu'il se faisait un petit peu taquiner par des journalistes. C'est qu'il est susceptible, hein. Mais rassurez-vous, Monsieur Blanquer a la solution. Il nous a mis en place son super Grenelle de l'éducation. Il s'agit évidemment d'une consultation de grande ampleur, hyper honnête, pas du tout orientée, où nos représentants syndicaux auront toute leur place. Qu'est-ce qu'il en est sorti de bon? Eh bien, niveau recrutement, avant, on passait le concours à Bac+4, avant tout sur nos connaissances dans notre matière. Puis on avait une année de stage à mi-temps à Bac+5 avec un mémoire à faire. Désormais, à Bac+5, il faut enseigner avec des payes misérables, plus préparer le concours, qui contient un oral de morale civique à la place d'un oral sur notre discipline, plus faire un mémoire. Allô? Non mais allô quoi.
c'est juste impossible. Et en plus, ça repousse d'1 an l'entrée dans le métier, puisqu'on est stagiaire à bac+6. Mais comment on peut croire que ça va rendre le métier attractif et pousser les gens à faire cette carrière? Il y aura encore moins de candidats. La vérité, c'est que ça permet surtout d'avoir une armée de stagiaires corvéables à merci et sous-payés, qui, si jamais ils ratent le concours, seront de futurs contractuels employables tout de suite, à la place des vrais titulaires. Et évidemment, tous les gens impliqués dans la formation des profs sont vent debout et n'ont pas été consultés. En plus, il est question que les chefs puissent de plus en plus recruter directement sur profil, ça a commencé à Bordeaux. Plus globalement, sur le côté gestion des ressources humaines, alors là, on a eu droit à un ramassis de New Public Management là, vendu à coups d'éléments de langage comme remettre de l'humain, être bienveillant et nous accompagner. Alors en langue française honnête, ça se traduit par nous imposer des choses. Et puis, ça parle de quoi? De badges obtenus à l'issue de formations décidées par des intelligences artificielles, ou encore de remplacer les absences par de l'hybride, ou par des cours en ligne, alors que la pandémie a montré que ça ne marchait pas du tout. Bref. On sent aussi de plus en plus qu'on veut nous imposer nos séances sous pression hiérarchique, nous transformant alors en vulgaires exécutants qui appliquent une recette toute faite, au lieu d'être des artisans créatifs qui peaufinent et inventent leurs cours. Ça supposerait qu'une même séance puisse convenir à toutes les classes, à tous les enseignants et à tous les moments de l'année. C'est du pur idéalisme dénué de toute prise en compte de la réalité du terrain. D'ailleurs, le guide de lecture évoqué à la vidéo précédente, c'était typiquement un truc comme ça. En gros, au lieu d'avoir tant de profs à ce niveau-là, on va en mettre quelques-uns en haut pour qu'ils forcent les autres à faire une plus grande part et avec une façon imposée. C'est vraiment, mais alors vraiment, ce dont on avait besoin pour rendre le métier attractif. La liberté, pour eux, c'est comme la science, c'est quand ça les arrange. Il est également question de nous forcer à muter. Or, on sait que les effectifs instables, c'est un problème, dans les ZEP notamment. Si, à Timbaud, on imposait aux gens de partir au bout d'un moment, jamais il y aurait des projets de grande ampleur comme l'incroyable comédie musicale qui, je l'espère, pourra se tenir en 2022. Du côté des revalorisations salariales, eh bien, elles ne concerneront que les très jeunes profs. À partir d'une dizaine d'années d'ancienneté, elle ne compensera même pas l'inflation. Et pour 70% des enseignants, en fait, c'est juste l'imprime informatique, soit 12 € par mois. Mais bon, vous savez, le ministre a dit que c'était une revalorisation historique et qu'on devrait se réjouir de toutes ces améliorations du métier. Bien-être des professeurs, comment on fait évoluer, comment créer tout simplement du bien-être au travail des professeurs. Si on fait ça, on aura aussi le bien-être au travail des élèves. Très concret sur les conditions de vie du professeur, sa rémunération, ses conditions de vie concrètes, le bien-être au travail, le travail d'équipe. Nous avons vraiment des perspectives extrêmement positives pour les professeurs, qui sont en plus, je crois, à la fois très fortes et très claires. C'est cela, oui. Je sais ce que vous vous demandez. Vous vous demandez quels sont les génies qui ont pondu ces propositions incroyables de pertinence et qui vont indubitablement dans le bon sens. Alors il y avait un militaire, un joueur de rugby, une policière et des économistes. Et c'est pas une blague. Bon, il y avait aussi quelques personnalités appréciées des profs, comme l'écrivain enseignant Daniel Pénac, mais c'est juste pour faire croire que ça allait être pluraliste. En réalité, c'était un numéro de cirque bricolé pour nous faire croire que M. Blanquer allait nous écouter, alors qu'en fait, tout était écrit d'avance. Et, hasard complètement fortuit, les conclusions de ce Grenelle de l'éducation sont quasiment celles des livres du ministre. Énorme! Et évidemment, les syndicats dignes de ce nom se sont barrés, sauf un, le SNALC, qui a rédigé des petites synthèses de chaque atelier qui sont totalement édifiantes, tout en étant en fait parfois assez drôles, je les ai mises en description. Parlons d'un sujet sérieux, un petit peu moins marrant, c'est l'orientation globale que prend tout ça. Et le but visé aussi, c'est vrai, c'est de creuser un sillon à l'éducation nationale. On dit souvent que M. Blanquer assemble une sorte de puzzle. Eh bien, jouons. Prenons un peu de hauteur pour voir les pièces qui s'assemblent. Je vous les donne en mille. Une première. Vous vous rappelez du fameux Institut Montaigne là, dont est issu le recteur de Paris et qui est financé par le CAC 40. Eh bien, ils ont monté une espèce d'agence de contractuels pour l'Académie de Créteil, sorte d'éducation nationale parallèle, mais pas publique. Le rectorat a écarté des contractuels en place depuis longtemps pour laisser la place à ces gens-là. Donc, parfois, des gens qui avaient des responsabilités au niveau de l'informatique des lycées se sont retrouvés sur le carreau et ça a mis tout le monde dans la panade. Bravo. Et, oh là là, étrange hasard, la réforme des recrutements que j'ai évoquée juste avant va en fait en fournir un paquet des contractuels prêts à l'emploi.
car ils auront enseigné 1 an, mais sans avoir le CAPES. On voudrait supprimer les concours à bas bruit et ne recruter que des contractuels précaires qu'on s'y prendrait pas autrement. Alors, on a déjà dit que les moyens dédiés aux ZEP allaient de plus en plus aller aux écoles privées rurales, et que 150 millions d'euros ont été donnés aux maternelles privées. Mais saviez-vous que la fille de Brigitte Macron a monté une école à 9 500 € l'année dans le 16e arrondissement de Paris, soi-disant à vocation sociale, avec le soutien du milliardaire Bernard Arnault, dont les enfants ont eu Brigitte Macron comme prof. Et oui, la famille du président monte des écoles privées en parallèle du service public, dans le plus grand des calmes. Bon, et aussi avec des profs d'extrême droite dedans, mais c'est un détail. Dans certains départements, on file la gestion des remplacements à une start-up appelée Andrajo, au lieu que ce soit le rectorat qui appelle. C'est ça remettre de l'humain ? Les activités périscolaires, les certifications en anglais et les vacances apprenantes, elles sont gérées par des structures privées qui parfois appartiennent à Auchan. On finance un organisme de formation privé qui a pour but de nous convaincre que notre épuisement vient d'une mauvaise posture professionnelle. Ah, ça vient pas du tout des réformes et du manque de moyens, pas du tout. Les candidats libres du bac passaient quand même des épreuves cette année. Et leur sujet de SES était très largement biaisé idéologiquement, avec de la propagande du MEDEF dedans, le syndicat des patrons. À propos de patrons, celui d'EDF a un message pour vous. Renforcé, il paraît que le bac est en train de disparaître, je pense que c'est une très bonne nouvelle, et qu'il faudrait vraiment que l'État ne soit plus le prescripteur de la formation, tout domaine confondu, mais que ça soit entièrement confié dans les régions. Et nous, qui sommes très implantés dans les régions, on voit qu'il y a une effervescence très positive pour rapprocher les besoins de l'entreprise et la formation. Il faut relier ça à la réforme du bac pro que j'ai évoquée avant. On a l'impression qu'il s'agit de fabriquer des employés disponibles de suite. Car, avec la réduction du nombre d'heures d'enseignement général, bon, ils auront moins de culture, mais ça, je crois qu'ils s'en foutent, en fait, ils pourront aussi moins poursuivre en BTS. Ça, c'est un joli projet pour vos enfants, c'est sûr. Et pour finir, c'est notre ami Pierre Mathiot qui vend la mèche. Sur l'application France Inter, M. Mathiot pourrait-il enfin reconnaître ouvertement que la réforme du lycée relève de choix purement idéologiques et prépare à terme une privatisation de l'enseignement scolaire? Merci. Je veux dire, la privatisation de l'enseignement scolaire, elle est en partie en secondaire, elle est en partie en train de se faire, souvent à cause de carences que l'on prête à l'enseignement public, qui fait que beaucoup de parents mettent leurs enfants dans l'enseignement privé. Donc la privatisation, elle est à l'œuvre, et parfois du fait, il me semble malheureusement, et je suis un grand fervent de l'enseignement public, on ne me prendra pas en tort là-dessus, du fait d'insuffisance. Alors, vous croyez peut-être que j'ai fait exprès de le mettre à tous les épisodes, mais non, je vous jure que c'est un hasard. Mais bon, je crois que vous avez compris où mènent tous ces signaux faibles, à la privatisation à petit feu de l'éducation nationale. On pourrait être tenté d'imaginer qu'au point où on en est, ça va être une solution. Sauf que partout où ça a été fait, ça a été un désastre. Le niveau s'est effondré, et les recrutements également. C'est dans ces moments-là qu'on voit que c'est bien d'avoir un grand service public de l'éducation nationale. Ce témoignage raconte bien qu'aux États-Unis, ça incite à mettre des bonnes notes à tout le monde et à devenir corvéable à merci. Mais bon, c'est pas surprenant dans ce pays-là, c'est dans leur culture. A noter quand même que comme ils n'arrivent plus à former d'ingénieurs, ils viennent les piquer à l'étranger, par exemple chez nous. Mais une telle libéralisation et privatisation s'est aussi faite en Suède, ce qui est plus étonnant quand on sait qu'ils sont culturellement très attachés au service public, à l'État-providence, et ont de très forts taux d'imposition. Eh bien, ça a été calamiteux. Le pays n'a fait que chuter dans les enquêtes PISA, les députés en sont arrivés à s'excuser d'avoir laissé passer ça, et plus personne ne veut être prof ou même chef d'établissement. Oh merde! Oh, c'est con ça! L'Italie, elle avait supprimé son concours de recrutement, ça a été la Bérésina, et ils ont dû le remettre. Alors attention, là j'ai pris une grosse claque. L'OCDE elle-même avait décrit comment faire passer la pilule dans ce rapport de la fin des années 90. Procéder de façon graduelle et diminuer la qualité de l'enseignement, mais pas la quantité. C'est triste ce que je vais vous dire, mais dans la santé, dans l'environnement, dans les forêts, dans la lutte contre la fraude fiscale et dans la recherche enseignement supérieur, c'est pareil. Ce sont les mêmes politiques absurdes de destruction du service public qui sont à l'œuvre. Illustration. Il n'y a pas assez de place dans le supérieur par rapport au cru démographique, eh bien on ouvre de plus en plus d'écoles privées payantes, au lieu de créer des places à l'université publique. Et devinez ce que propose ce représentant du gouvernement pour que vous puissiez payer les frais de scolarité à des milliers d'euros. Eh bien, de s'endetter. Ah oui, s'endetter. Arriver à 23 ans avec des 30 000 € de dette là.
Ça vous plaît, vous, chers parents? Sachez qu'aux États-Unis, c'est en train de faire une sorte de bulle financière, là, tous ces prêts étudiants, mais ça tombe bien, puisque les établissements vont eux-mêmes entrer en bourse. Génial! Parce que, David, dans 10 ans ou dans 20 ans, vous aurez HEC coté en bourse, Sciences Po coté en bourse, Polytechnique coté en bourse. Voilà, il va falloir prendre l'habitude de faire appel au financement privé pour le développement de l'éducation, puisqu'il y a un désengagement qui va se mettre en place de l'éducation. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Et même certains lycées privés à 7 500 € l'année versent déjà des dividendes à leurs propriétaires. On pourrait presque imaginer que M. Blanquer et ses amis asphyxient le service public pour justifier une privatisation qui enrichira, je sais pas, des gens, au détriment de vos finances à vous, de la qualité de l'enseignement et donc du niveau des élèves. Après, qu'on vienne me montrer des signaux qui vont dans l'autre sens, il n'y a pas de problème, je suis à l'écoute. Moi, ce que je sais, c'est que le service public, il est parfaitement capable de former des astronautes. Voici d'ailleurs ce qu'en dit notre star Thomas Pesquet. Je pense que c'est assez clair, non? Alors, on peut vraiment se demander comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Comment a-t-on pu laisser le pouvoir à des gens pareils? Et surtout, comment résister face à ce saccage du service public d'éducation nationale? Eh bien, chers parents, je vais vous livrer un secret. Il existe sur Facebook un groupe incroyable avec plus de 10 000 profs de SVT qui s'entraident, échangent, partagent, font des blagues et surtout se tirent vers le haut et progressent mutuellement. Bon, ça peut se prendre un peu le bec aussi, hein, ça reste la France, mais personnellement, je consacre 1 voire 2 journées de chacune de mes vacances à voir ce que les collègues y ont mis, parce que c'est incroyablement galvanisant. En particulier, sous l'impulsion du groupe, un prof de Nice, qui est aussi informaticien, a codé des dizaines de logiciels gratuits spécifiques à nos usages, désormais utilisés partout en France, notamment par vos enfants, parce que j'avoue, j'en suis très fan. En plus, quand on lui suggère des modifications, il arrive qu'il les fasse dans la demi-heure, je vous jure, j'ai testé en vrai. Alors clairement, aucun éditeur de logiciel privé ne peut rivaliser. D'ailleurs, certains cherchent à lui nuire. À votre avis, si tous les lycées et les profs de France étaient privés et en concurrence, cette incroyable initiative aurait-elle vu le jour? Mais jamais de la vie. Chacun serait seul à faire ses cours dans son coin, en concurrence avec les collègues du lycée d'à côté pour Parcoursup, mais aussi avec ses collègues des autres matières pour les heures, voire avec ses collègues de sa propre matière pour un poste de chef haillon. D'une, ça fait pas rêver, et de deux, ça comporte tellement d'effets pervers que c'est contre-productif. Alors il existe bien sûr de tels groupes dans d'autres matières, et même, il y a un groupe des stylos rouges, très actif sur les réseaux sociaux, et d'où viennent beaucoup de mes infos de terrain. Comme le montre l'exemple de ces groupes Facebook, c'est la coopération et la collaboration qui permettent de s'améliorer, mais aussi de se sentir appartenir à un ensemble, et surtout d'avoir la fierté de ne pas ressembler à ceux qui nous gouvernent avec leur mentalité nauséabonde. Alors, face à eux, on peut continuer de jouer collectif et refuser de gober leurs mensonges quotidiens. Voilà, c'est la fin de la série. Résumons cet ultime épisode. Il y a eu une très grande consultation pour la réforme du lycée. Quand on essaye de me décrire comme étant fermé ou même autoritaire, alors même que le ministre des professeurs, je dis que nous devons remettre le professeur au centre. Dialogue social. Mais il n'y a pas un climat anti-Blanquer à l'éducation nationale. Malgré de beaux discours, la réforme du lycée et le Grenelle de l'éducation auront montré ici aussi que le ministre est quelqu'un d'autoritaire qui ne supporte pas la contestation et donc il étouffe les oppositions en coulisses, pendant qu'en public, il organise des simulacres de consultation dont il ne tient jamais compte. Pourtant, de nombreux sondages montrent que ses réformes et sa politique en général sont très largement conspuées par l'ensemble des personnels de l'éducation. Le métier de professeur en souffre, de moins en moins de candidats au concours, de plus en plus de démissions, concurrence à tous les étages, pression hiérarchique, salaire en baisse et retraite menacée. Le Grenelle de l'éducation fut une vaste farce. Ses conclusions sont celles des livres du ministre, et aucun avis contraire n'a été écouté, alors qu'elles ne vont faire qu'empirer les choses. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Se dessine en creux une privatisation rampante de l'éducation nationale, alors que ce fut calamiteux en Suède et dans de nombreux autres pays, avec des baisses de niveau. Mais, en restant unis, alertes et mobilisés face à cette folie, nous pouvons encore largement éviter le pire pour vos enfants.